Il y a cette autre séquence intéressante dont vous avez déjà parlé, Alexia Germont. On va y revenir, c'est la fin de cette interview. Lorsqu'il fait effectivement cette sorte de mea culpa, et il est inédit, il revient sur l'un de ses échecs, sur ce qui le touche profondément. Écoutez. Il y a de l'impatience, mais il y a de la colère. Et cette colère, je la partage. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas vraiment réussi à faire. C'est que je n'ai pas réussi à réconcilier le peuple français avec ses dirigeants. Et ça, c'est vrai. Et ça me touche moi. Mais si ça me touchait que ma personne, à la rigueur, ce ne serait pas grave. Mais c'est plus profond. Et ce divorce, on le voit dans toutes les démocraties occidentales. Il m'inquiète et je considère qu'il est au cœur de la mission qui est aujourd'hui la mienne. Et là aussi, finalement, il parle d'Europe, Arnaud Benedetti. C'est un mot très fort, le mot divorce. Oui, mais si vous voulez... confusion. Alors d'abord, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y avait une baseline qui a dû être travaillée vraisemblablement par ses communicants pour que tout le monde la retienne. Une baseline, c'est-à-dire un slogan, je veux dire, qui va à un moment donné ressortir et qui va être repris par tous les commentateurs. Et d'ailleurs, si j'en crois à tous les commentateurs, c'est vraiment ce qu'on retient aujourd'hui essentiellement de l'entretien d'Emmanuel Macron. À tort, selon vous ? Moi, je pense que oui, c'est pas l'essentiel. Mais ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'il dit que l'ensemble des démocraties occidentales sont tout simplement touchées par ce syndrome. Ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Il y a des démocraties où aujourd'hui vous avez des gouvernements qui ont un assentiment massif de leur population. Ce sont notamment les gouvernements qu'ils qualifient de populistes, qui, eux, bénéficient, notamment en Italie, aujourd'hui, d'une adhésion, pour l'instant en tout cas, qui est massive. Donc, vous voyez bien que, quand même, quelque part aussi, son discours, il est d'une certaine manière réducteur. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, il donne le sentiment que, finalement, c'est sa communication et c'est son image qui, aujourd'hui, font qu'il y a ce divorce entre les dirigeants et les peuples et l'opinion. La réalité, encore une fois, c'est que le problème est d'abord politique et la communication arrive après. Parce que, en fait, c'est bien ça, aujourd'hui, la difficulté à laquelle il est confronté. Alexia Germont, pourtant, c'est un moment fort. Hein. Oui, moi, je n'ai pas tout à fait la même analyse. Il me semble que là où la prise de parole est fine, c'est que, justement, il ne répond pas sur son arrogance personnelle. On a l'impression qu'il prend la mesure, en fait, de la responsabilité qu'ils ont en ayant pris le pouvoir, en saccageant l'ensemble des partis politiques et en disant on va vous donner une offre nouvelle. Or, l'offre nouvelle a du mal à prendre racine. C'est ça la vraie responsabilité. Et c'est très grave parce que si on se retrouve en bout de course avec plus de structures politiques, même s'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais des structures politiques qui sont complètement éclatées d'une part, un parti qui était censé être un peu plus transversal, qui n'arrive pas à prendre corps dans une Europe qui est quand même très mouvementée en ce moment, ce sera vraiment un champ de bataille sans rien derrière. Et j'ai l'impression, moi plutôt, qu'il a compris ça. Oui, enfin, il l'a compris de manière un peu mécanique. Je ne sais pas s'il l'a compris véritablement. Vous n'avez pas eu le sentiment qu'il avait réalisé quelque chose? Ça n'a pas été un moment où vous vous êtes dit, on a l'impression qu'il a senti, là, il a compris. Je pense qu'Emmanuel Macron est un homme parfaitement, très intelligent. Oui, mais on pouvait le dire dans une bulle, déconnecté. Là, on a le sentiment qu'il a compris. Il peut être dans une bulle, il est quand même capable de lire une enquête d'opinion, il est quand même capable de se rendre compte que même quand il se déplace dans des endroits où on a pris grand soin d'écarter tous les gens qui, de près ou de loin, auraient pu ressembler à des gilets jaunes. Donc, c'est-à-dire qu'il est quand même déjà... Non, mais les gens qui s'adressent à lui, il y a déjà une sélection. Il faut le rappeler quand même. Mais c'est normal aussi. Les services de sécurité du président ne pourraient pas laisser la colère prendre... Donc, je veux dire, c'est pas juste de la communication, c'est aussi une nécessité. Donc, évidemment qu'il l'a compris. Mais a-t-il compris ce que ressentent profondément les gens? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils soient conscients de cette inquiétude civilisationnelle. Et c'est très particulier parce que c'est ça qui est paradoxal avec Emmanuel Macron, c'est qu'il alterne entre le discours très technocratique, le discours de je regarde un tableur Excel et je fais des moyennes et finalement, regardez, la moyenne est bonne. Oui, mais comme je le dis dans un certain nombre de cas, j'ai les pieds dans le frigo, la tête dans le four. Si je suis dans le four, je veux bien que tu m'expliques que ma température moyenne est bonne, mais j'ai quand même très chaud. Oui, mais c'est un peu ça son problème. C'est un peu ça quand même son problème politique. C'est intéressant comme image. Oui, mais parce que c'est le raisonnement technocrate et à d'autres moments, et c'est ça que je trouve perturbant
chez lui. À d'autres moments, l'année dernière, son interview de rentrée dans Le Point, il disait « Je suis le dernier des Mohicans, nous sommes peut-être à la fin d'une civilisation ». Et c'est très bizarre parce qu'il est constamment dans cette espèce d'oscillation entre... Parce que parfois, il met en cause les populismes et pour le lendemain, dire quelque chose qui finalement n'est pas si éloigné sur l'immigration, sur le destin de l'Europe, pas si éloigné de ce qu'aurait pu dire un Viktor Orban. Et à l'arrivée, on est un peu perdu sur que veut Emmanuel Macron. Mais le sait-il ? Enfin, quand je vous dis ça, c'est que je ne crois pas du tout qu'il soit, lui, paumé. C'est simplement, je pense qu'il n'est pas... Il y a un problème de maturité. Ça allait très, très vite pour lui. Ça allait très vite aussi au sein de la société française. Ça manque d'idéologie, ça manque de C'est-à-dire que la République en marche, pas d'idéologie, de maturité, mais au sens de maturation. Au sens d'un projet politique... Un projet politique où il y a des ingrédients qui sont présents, il y a des intuitions, il y a une espèce d'intuition parfois du moment historique, mais de maturation peut-être, pour parler plus justement que de maturité. On n'est pas arrivé au terme de cette maturation. Je crois que la remise en cause, même si on n'a pas envie de dire que c'est du cinéma, je pense que la remise en cause, elle n'est pas profonde, elle est un peu superficielle à cause de ces raisons-là. C'est un jeune homme qui n'a pas l'habitude de se tromper, qui n'a pas l'habitude d'échouer, qui n'a pas l'habitude de ne pas obtenir ce qu'il veut et qui n'a pas l'habitude de ne pas séduire. Il n'est pas habitué à l'adversité et à cette remise en cause profonde, parfois douloureuse, et qui va aller chercher, enfin qu'on connaît tous, qui va aller chercher ailleurs, dans d'autres choses, de quoi se nourrir, d'aller à l'étape d'après. Et je trouve qu'au moment où il dit ça, dans son regard, on sent quelque chose d'un petit peu... Quand même, c'est bizarre, j'ai échoué, alors je pensais que je réussirais. Le premier de la classe qui a tout d'un coup une mauvaise note. C'est ça, et je ne suis pas sûre, pour le dire autrement, mais la même chose que ce que vous venez de dire, qu'il soit totalement outillé par l'expérience, par la vie, pour répondre à ce questionnement profond qui est peut-être ce qu'il croyait d'une manière un peu naïve ou peut-être simpliste, et la seule réforme dont il a parlé, c'est absolument incroyable, c'est la SNCF. Oui, la réforme ferroviaire. Je veux dire, c'était important, c'était important, mais s'il pense vraiment que c'est en changeant la SNCF qu'il va changer réussir le modèle... son quinquennat. Mais oui, non, pas du tout. Et il a dit quand même à un moment quelque chose qui m'a frappé, qui me paraissait être un énorme mensonge. Il a dit, on fait une politique industrielle, on va recréer... Transformation de la formation industrielle. Et alors là, excusez-moi, je tombe de ma chaise. Parce que s'il y a bien une chose qui est l'angle mort absolu de la politique d'Emmanuel Macron, c'est la politique industrielle. Donc là, il nous embobine un peu. Il a quand même un champ de conscience qui se dit... Quand même, la politique industrielle, ça m'ennuie. Je préfère les start-up. Mais au fond du fond, je rentre de l'Est. Et ce qu'il leur manque, c'est des usines avec des ouvriers. Mais ça n'est pas outillé, ça n'est pas profond, quoi. Il y a un autre angle mort, c'est la culture démocratique. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Emmanuel Macron s'est vendu comme l'homme qui allait renouveler les pratiques politiques. Et notamment qu'il aurait, malgré tout, une démarche très participative, beaucoup plus démocratique que celle des vieux partis. Et qu'est-ce qu'il a construit autour de lui ? Il a construit un parti politique qui est monocéphale, qui est monolithique, où certes on ne tombe pas dans les travers de ce qu'avait pu être le Parti socialiste avec les courants, mais où finalement il n'y a qu'une tête qui dépasse et où il n'y a surtout aucun relais pour incarner le macronisme. Parce que finalement, moi ce qui me frappe aujourd'hui, à travers notamment ces images, c'est que Macron est un homme très seul. C'est un homme très seul. Il est en permanence dans une entreprise de surexposition pour défendre sa politique. Il a finalement assez peu de relais autour de lui, si ce n'est un Premier ministre qui fait assez bien le job et qui, pour le moins, je veux dire, est capable d'aller à un moment donné défendre sa politique, qui est plutôt très bon soldat. Mais qui ne sent pas les coups arriver. Et en l'occurrence, la difficulté, c'est qu'il y a une contradiction initiale entre la promesse de Macron, qui était encore une fois celle de renouveler les pratiques politiques, et la réalité, c'est qu'on a un parti politique qui est extrêmement monolithique, extrêmement vertical, qui rappelle finalement quasiment l'UDR, et encore, je ne suis même pas sûr, des années 70 ou des années 60. Et de ce point de vue-là, deux choses pour aller dans votre sens. Si on le compare à Donald Trump, parce que vous disiez il est très seul, mais Donald Trump est parti justement en étant assez seul. Il s'est imposé au Parti républicain, mais quand même à la barbe de tous les leaders du parti. Mais là, les élections de mi-mandat ont montré que le Parti républicain, il l'avait nettoyé de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Et en revanche, il y a des Trumpistes. Il a fini par provoquer des Trumpistes en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on peut critiquer Donald Trump, sa manière de faire des choses qui est effectivement incroyablement
brutal dans un certain nombre de cas, vulgaire, inculte, on peut y ajouter tous les qualificatifs qu'on veut. Non, mais réellement, mais sauf qu'il y a des résultats. Sauf qu'il y a des résultats et que quand on le regarde à ça, et deuxième chose qui va aussi dans le sens de ce que vous disiez, on avait fait des enquêtes, on a été les premiers, elles ont été reprises ensuite, mais sur Atlantico, il y a déjà 3 ou 4 ans maintenant, à tester justement l'appétence des Français pour la démocratie. Et on testait 2 questions. Il y avait la question de l'adhésion à l'idée d'un régime autoritaire, même au prix de certaines libertés publiques. Il y avait déjà plus de 45% des Français qui répondaient oui. Ça a été refait, je crois, par le Cevipof récemment. Et nous, on avait un deuxième item qui était « Seriez-vous en faveur d'un gouvernement d'experts non élus ?» Et bien, vous savez, on l'a refait depuis l'élection d'Emmanuel Macron, et c'est assez révélateur parce que l'appétence pour le régime autoritaire, elle n'a pas baissé. En revanche, celle pour le gouvernement d'experts non élus, elle a beaucoup baissé, un peu comme si finalement les Français avaient essayé pour voir, et puis le résultat n'était pas venu. Ça marche pas. Donc, malheureusement... le chemin qui reste un peu, c'est cette espèce de tentation quand même large pour un régime autoritaire. Et encore une fois, moi, je trouve que la mise en scène... Donald Trump, il peut tweeter autant qu'il veut. Il y a des institutions solides aux États-Unis. Il y a quand même un Congrès. Il y a une Cour suprême. Enfin, je veux dire, il n'est pas le seul à prendre des décisions aux États-Unis. Quand vous avez le pouvoir en France, à l'Élysée, vous pouvez prendre quasiment toutes les décisions que vous voulez. Sauf que surjouer la démocratie directe en vous mettant en permanence face aux Français, et là, cette espèce de succession de moments de com et ces moments de rencontre avec les Français, mais il souligne en creux justement le fait, ce que je vous disais tout à l'heure, la République en marche, ça n'est pas un Ciudadanos, ça n'est pas un Podemos, ça n'est pas un nouveau parti de masse. Le général de Gaulle se méfiait du régime des partis, mais ne se méfiait pas des parti, il en avait quand même créé un. Et là, il y a quand même une urgence démocratique à ce que derrière Emmanuel Macron, les gens qui l'ont porté, soutenu, s'emparent de ça. Sauf que quand on regarde l'élection là du secrétaire général, on n'a pas l'impression que ça aille dans le sens. Juste à voir la différence entre le macronisme et le gaullisme, c'est que le gaullisme avait des bases populaires, des bases sociologiques populaires. C'est comme le bonapartisme d'ailleurs dans l'histoire de France. Vous avez des mouvements qui sont des mouvements, des grandes synthèses comme ça, mais qui s'appuient sur des bases populaires. Le problème du macronisme, c'est que sa base sociologique est extrêmement restreinte. Et c'est ce qui fait sa difficulté. Et c'est cette prise de conscience-là, moi je crois qu'on l'envoyait ce soir en toile de fond quelque part. Alors on va poursuivre notre tour d'horizon des réactions côté Sénat et on va écouter Esther Benbassa, toujours interrogée par Tam Tranui. Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts. Esther Benbassa, qu'est-ce que vous avez pensé de cette partition des rôles avec d'une part les annonces très concrètes le matin du Premier ministre et puis Emmanuel Macron qui tente de prendre de la hauteur depuis le porte-avions, le Charles de Gaulle, et qui commence par le domaine réservé du président de la République, la politique étrangère? Écoutez, comme d'habitude, il y avait beaucoup de mise en scène. Enfin, c'est porte-avions, puis c'est pour quand même se donner, n'est-ce pas, cette stature de l'homme qui domine l'avion, Jupiter, les airs, n'est-ce pas? C'était assez intéressant. Contrairement à ce qu'il a pu dire, parce que c'était un peu moins intéressant. Puis moi, je n'ai pas compris du tout pourquoi il a commencé avec Trump, les tweets, etc., qu'il n'a pas voulu répondre aux tweets. Bon, vous l'avez regretté qu'il ne réponde pas à ce grand sujet d'opposition internationale? Ah oui, autrement. Nous avons été tous ensemble depuis le début, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et puis les tours. Bon, écoutez, les tours, les Français... C'est l'historienne qui parle là aussi. Ah oui, là, c'était un peu du récit pour occuper l'espace. Mais j'ai été très étonnée. Et en même temps, tel qu'on le connaît, enfin, moi je ne le connais pas personnellement, mais tel qu'on le connaît depuis son accession au pouvoir, et le fait de ne pas laisser parler le journaliste, c'était étonnant. Dans un pays des libertés individuelles, de la liberté d'expression, c'est quand même, ça interpelle quand même. Et pourtant, Emmanuel Macron a dit être à l'écoute de la colère du peuple. Il y a eu quand même des nouveaux mots là-dessus où il dit respecter. Il a dit qu'il fallait avoir plus de considération pour le peuple. Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'abord, le mot considération ne m'a pas du tout plu. C'était quand même un peu... il parlait comme ça d'en haut, voilà, de la considération. Mais ben, il n'a pas seulement à avoir de la considération, il faut qu'il communique avec le peuple. C'est ça le problème.
Et là, de nouveau, il s'est montré au-dessus du peuple, il le protège. Bon, écoutez, je ne crois pas qu'il a pu renouer avec le peuple, surtout avec tout ce qu'il a dit. Un mot à propos de cette parole qu'il a eue à propos de l'affaire Benalla. J'ai peut-être commis une erreur en m'entourant d'un tel ou d'un tel. Un début de mea culpa, est-ce que vous y êtes sensible ? Sensible, je ne sais pas, mais c'était cette affaire Benalla qui était une affaire pas très importante. Il en a fait une vraie affaire parce qu'il n'a pas été assez politique et il n'a pas su se débarrasser dès le début. Il l'a protégé et parce que c'est le chevalier, la loyauté, la fidélité. Bon, écoutez. Un mea culpa qui ne vous a pas convaincu. Merci beaucoup, Esther Benbassa. Ça ne m'a pas beaucoup touché, surtout. Merci beaucoup. Il n'a pas pu renouer avec le peuple, nous dit Esther Benbassa. Il vous reste 1 minute chacun pour nous dire si oui ou non il a esquissé un début de réconciliation avec les Français ce soir. Caroline Michel-Aguirre. Moi, je serais plus négative que ce que je l'ai été au début. À mesure. Ouais. Non, mais pour être sincère, je trouve qu'au final, qu'est-ce qu'on se dit ? Contrairement à ce que vous disiez, je trouve qu'Édouard Philippe, par 2 fois, a montré à quel point il n'avait pas senti le courant arriver populaire sur les 80 km/h, qui restera au-delà de l'affaire Benalla, qui restera une coupure profonde, je pense. Maintenant, sur l'essence, ça fait 2 fois qu'Édouard Philippe ne sent pas le coup, ne sent pas la colère et réagit au dernier moment. Donc je trouve que de ce point de vue-là... Macron n'est pas aidé. Disons que je n'ai pas envie de les désolidariser, mais de fait, ils ne sentent pas les coups et c'est plutôt à Édouard Philippe de les sentir. Et par ailleurs, sur le fond, mais c'est ce qu'on vient de dire, on n'est pas rassuré, on sent une angoisse, on comprend les grands enjeux, on les partage et on ne voit pas la réponse. Arnaud Benedetti. Il est plus anxiogène que rassurant aujourd'hui, je trouve. Sa relation avec le Premier ministre est compliquée parce que tout simplement aujourd'hui, la réduction du mandat à 5 ans fait que finalement le Premier ministre n'est plus un protecteur pour le Président de la République, ce qu'il était sous le septennat, et ça c'est une réalité. Ensuite, le problème c'est qu'on lui reproche à la fois de faire trop de communication. Ça c'est évident, vous écoutez les propos de la sénatrice, mais on lui reproche aussi de ne pas assez communiquer en direction du peuple. Donc il est dans une espèce de contradiction. Le canal est bouché, qui est extrêmement difficile. Ensuite, on va voir comment la situation va évoluer sur le terrain dans les jours qui viennent. Et ça sera là qu'on aura véritablement le juge de paix qui nous permettra de dire si, quelque part, l'exercice a commencé à redresser l'image. Avec une première réponse dès samedi. Alexia Germont. Pour une parole présidentielle qui devait être rare, on s'abitue finalement à le voir relativement fréquemment. Et c'est peut-être à la aussi 7e interview, c'est peut-être aussi une erreur. En tout cas, il est vrai qu'on a grillé aujourd'hui 2 cartouches en même temps, alors que le Premier ministre aurait pu... faire le service après-vente qui était nécessaire. On a quand même une succession de mise en perspective, de mise en situation très solennelle avec toute la séquence de commémoration, plus ce soir sur le porte-avions, qui est peut-être finalement plus brouillonne en bout de course. En revanche, sur la forme de la prise de parole, j'ai trouvé qu'il avait su rebondir quand même à certains moments très, très justement. Jean-Sébastien Ferjou, une intervention inefficace pour reconquérir l'opinion, reconquérir le cœur des Français ? Je pense peut-être que ça peut consolider son cœur d'électorat. Il y avait une forme d'émiettement, mais ça reste quand même quelque chose qui est très en défensif. On avait un Emmanuel Macron qui nous avait habitués à marcher sur l'eau, en tout cas au moins pendant sa campagne présidentielle. Là, il ne surfe plus sur les vagues. Il est un peu poussé justement par l'eau derrière lui. Et moi, je trouve que cette espèce de mélange systématique des registres qu'on a vu la semaine dernière avec le mélange du registre de la commémoration, c'est-à-dire parler à la fois d'Ascoval et de 1918. Du carburant, oui, je veux dire, et du d'un point de vue maréchal théorique, on peut entendre le projet intellectuel théorique de les souffrances d'hier avec les souffrances d'aujourd'hui et la manière dont on les transcende avec l'Europe aujourd'hui. Enfin bref, ok, très bien. Je ne suis pas certain quand même que ce soit le meilleur moyen de parler simplement aux gens. Et je pense que quand vous ne vous êtes pas fait engueuler sur un marché parce que vous êtes un élu, justement, vous avez une tendance à ne pas savoir comment vous adresser aux questions qu'il ne faut pas mépriser. Elles ne sont pas triviales. Enfin, je veux dire, le quotidien des Français, c'est quand même... Et là, même chose, cette espèce de mélange des genres entre la réponse à Donald Trump qui peut être effectivement justifiée et